Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 février et c'est parti pour les actus du jour. Voilà, on attaque directement aujourd'hui. On va parler donc des agriculteurs dont leurs actions se multiplient, notamment dans le sud de la France, avec des blocages d'industrie, une vache dans une fontaine de préfecture, une opération caddie gratuite et des attaques de bâtiments d'État comme on a vu hier. Les annonces d'Attal n'ont donc pas suffi à convaincre les agriculteurs, mais pire, la situation risque d'empirer avec la mise en mouvement de tout un autre secteur qui lui aussi en crise, c'est celui du bâtiment. Une crise qui fait de plus en plus les gros titres et donc l'actualité en France et qu'on va analyser aujourd'hui dans cette actu réfractaire. Ce qui explique cette crise, ça va être déjà la baisse du nombre de crédits immobiliers qu'il y a en France, à cause de l'inflation notamment. On va pas emprunter de l'argent à la banque pour construire une maison, on va préférer attendre quelques années pour voir si la situation s'améliore un petit peu, tu vois. Il y a une autre raison aussi, c'est que la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt, ce qui fait que les banques privées vont beaucoup moins distribuer de crédit, tout simplement parce qu'ils sont plus chers, que du coup les gens risquent de ne pas les rembourser. On a moins d'argent et le crédit est plus cher. Résultat, il y a un effondrement du crédit bancaire immobilier, moins 40% en 2 ans. Et évidemment, s'il y a moins de sous pour financer la construction, ça va directement impacter le secteur de la construction. La crise immobilière, elle entraîne une baisse de près de 41% des ventes de biens neufs entre 2021 et 2023, ce qui laisse les promoteurs avec environ 100 000 biens invendus. Pour la Fédération des constructeurs, je cite, une telle dégradation n'avait jamais été observée auparavant, même pendant la crise des subprimes de 2008-2009. Ce qui fait que globalement, tout le secteur tourne au ralenti puisque c'est difficile de trouver des débouchés. En plus de ça, il y a de moins en moins de biens, donc tu as de plus en plus de concurrence sur ces biens-là, ce qui fait baisser les marges, les rendements, donc les profits. Tu as donc beaucoup d'entreprises qui font faillite et tu as même des agences immobilières, 1 sur 10, qui n'ont plus aucun bien à vendre. Une crise qui met en péril environ 100 000 emplois, rien que ça, dans le secteur du BTP pour 2024-2025. Et face à cette crise immense qui est en train de prendre de l'ampleur, on peut donc se poser légitimement la question, à quand les tractopelles et les bulldozers qui vont faire les sièges des villes comme les tracteurs d'agriculteurs? Et ça juste avant les JO en plus, histoire de mettre un petit coup de pression là, surtout que pas mal de constructions ne sont pas encore terminées. Cette crise touche aussi le secteur de la location. Selon le site Bien Ici, l'offre d'appartements à louer a chuté de 40% ces 2 dernières années. Les propriétaires vont donc pouvoir imposer des prix élevés, des conditions indignes et tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont être désespérées à cause du logement qu'ils ont ou du logement qu'ils n'arrivent plus à trouver. Alors le gouvernement prend des mesures pour protéger les propriétaires. Avec sa loi qu'il a nommée de manière politique un anti-squat, qui permet en réalité, quand on regarde dans les faits, de plus facilement déloger les locataires qui ont du mal à payer le loyer. Et la situation, elle inquiète parce qu'une crise immobilière peut très bien devenir une crise bancaire, financière, et puis ensuite toucher toute l'économie comme en 2008. Donc il y a panique à bord. Le gouvernement a dit qu'il allait chercher des solutions, et du coup il a commencé à déréguler le crédit pour relancer la machine, avec récemment une baisse des apports pour les banques ou encore une nouvelle loi pour que la maison appartienne à 80% aux propriétaires et 20% à la banque sous forme d'hypothèque. Autant de mesures qui fragilisent le secteur bancaire et qui renforcent le risque de crise de solvabilité. On en saura plus à la fin du mois lorsque le gouvernement va rencontrer les représentants du secteur bancaire et évidemment à ce moment-là, on vous fera une actu réfractaire pour vous faire une petite mise à jour de la situation. D'ailleurs, la semaine prochaine sur la chaîne Le Canard Réfractaire, on sort une vidéo de 15 minutes qui va prendre en détail un peu toute la crise du bâtiment, toute la crise bancaire et financière qui est face à nous. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà le cas de la chaîne principale Le Canard Réfractaire. Sans transition, une info un petit peu plus légère. Savez-vous que les sénateurs font de la natation et du foot dans le groupe scolaire très élitiste de Stanislas? Bon, déjà parce que c'est pratique, Stanislas c'est à 15 minutes à pied du Sénat. Ensuite, l'établissement dispose de 2 piscines dont une olympique, 6 ou 7 gymnases et plusieurs terrains, en partie donc financés par les deniers publics. Ce qui expliquerait notamment le favoritisme de l'État envers cette école, comme l'a montré les dernières enquêtes. 2 enseignants de Stanislas sont déjà visés par une enquête suite aux révélations de Mediapart, et c'est maintenant le tour de l'ancien directeur de l'internat qui vient d'être mis en examen pour viol dans un autre établissement privé. Autre information, on a bien ri très souvent et de plus en plus souvent sur les frasques que fait Joe Biden et de son cerveau qui est pas
tout à fait fonctionnel. Mais il n'est pas le seul aux États-Unis à faire des gaffes. Nancy Pelosi, l'ancienne porte-parole de la Chambre des représentants états-unienne, s'est inquiétée de la capacité des Russes à renouveler leurs forces militaires depuis le début de l'invasion en Ukraine. Elle a déclaré avec véhémence, on cite, « On doit continuer les sanctions contre Moscou parce que les sanctions donnent aux Russes l'argent pour payer cette guerre et bâtir leur armée encore davantage. » Vous aurez remarqué le petit lapsus qui montre l'inquiétude des États-Unis concernant les sanctions qui n'ont pas du tout fait effondrer l'économie russe. Début février, le FMI a même rehaussé la prévision de croissance de l'économie russe pour 2024 de 1,1% à 2,6%. Par ailleurs, l'armement du pays continue. En 2024, le budget militaire de l'État russe devrait bondir en un an de 70% pour dépasser les 100 milliards de dollars. Et ça après une hausse déjà très forte en 2023. Les autorités russes ont annoncé qu'en 2023, plus de 400 000 Russes avaient signé un contrat pour rejoindre les forces armées. Ça grâce à un salaire qui est attractif et qui permet de mettre les gens à la guerre avec un salaire pour éviter qu'ils se révoltent à l'intérieur du pays. A l'inverse, l'Ukraine devrait mobiliser un demi-million d'hommes dans les prochains mois pour compenser les pertes des 2 ans de guerre. Allez, maintenant, comme tous les mardis, on va discuter ensemble de corruption dans cette chronique exceptionnellement écrite par Email. Et on va commencer avec ce qu'on avait vu le mois venir. Philippe Grubach a été directeur du journal L'Express il y a 40 ans et en réalité ce serait un agent infiltré du KGB, les services secrets de l'URSS. C'est en tout cas ce qu'a révélé L'Express lui-même mardi dernier, suivi de toute une série d'articles dans les médias qui reprennent l'information. On continue avec Julian Assange et son procès à Londres qui a lieu aujourd'hui et demain, où il est question de son extradition définitive vers les États-Unis après 12 années de captivité dans la capitale britannique. Le gouvernement états-unien demande cette extradition où il risque 175 ans de prison, donc en fait la mort, alors que Julian Assange est australien, il n'est pas citoyen états-unien et donc n'est pas sous la juridiction états-unienne. Tout ça pour avoir bâti un média révolutionnaire qui s'appelait Wikileaks et qui a permis pendant quelques années de divulguer des millions de documents secret défense prouvant notamment les crimes de guerre états-uniens en Irak et en Afghanistan. Il y a des rassemblements en soutien à Julian Assange qui ont lieu partout dans le monde et en ce moment même dans les principales places des villes françaises. Violence policière à présent, Cerveau non disponible rapporte une collision et un tir de la police envers un motard à Saint-Denis dans la nuit du 17 février, le laissant blessé dans un état grave. Le contexte n'est pas donné, mais les vidéos semblent montrer clairement des tirs de LBD sur le témoin de la scène. La suspicion reste importante à l'encontre des forces de l'ordre, surtout dans une période où certains actes commis il y a 6 ou 7 ans refont surface devant la justice. Un membre du GIGN est en train d'être jugé au Pas-de-Calais pour avoir tiré dans la nuque et tué un homme de 22 ans qui a démarré sa voiture pendant son arrestation en 2018, tandis qu'un policier CRS a été jugé jeudi, lui, pour des violences à l'encontre des Gilets jaunes à Rouen en 2020. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis sans interdiction de détenir des armes, alors qu'il y a des vidéos sans lesquelles ce procès n'aurait probablement jamais eu lieu. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à ceux qui commentent les vidéos, à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est comme ça qu'on arrive à vivre et à produire ce travail que vous regardez tous les jours. Et n'hésitez pas à regarder aussi demain sur le côté de la chaîne, puisqu'on va pas mal parler d'international et notamment d'intensification de la guerre un petit peu partout. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, des bisous et bonne soirée.